Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Violette. Alors, bonjour toi, Violette. Bonjour, bonjour tout le monde. Avec toi, on va parler du coup du métier d'infirmière libérale. Donc, c'est un métier sur lequel j'avais envie de parler depuis quelques temps, en toute transparence, en toute voilà, authenticité et surtout avec un point de vue en particulier, parce que souvent je donne mon avis, mais c'est vrai que voilà, moi je fais des retours de pas mal de personnes, mais là j'ai envie d'avoir quelqu'un qui parle un petit peu de son expérience. Donc c'est pour ça que Violette, t'étais motivée justement pour venir en parler. Donc ce que je propose du coup, c'est de parler de déjà Violette, voilà, qui tu es, quel a été du coup ton statut en tant qu'infirmière libérale avant et maintenant. Parce que du coup, tu as eu deux expériences dans le libéral et de parler aussi un petit peu des avantages, des inconvénients, de parler de voilà, comment elle ressemble vraiment un quotidien d'infirmière libérale. Parler des différents statuts aussi, donc quels sont les statuts qui existent, parce que le libéral, on peut exercer sous différents statuts. Voilà, l'entente aussi entre collègues, des petits conseils aussi, parce que Violette a pas mal de conseils à donner aux infirmières, aux infirmiers qui nous écoutent. Donc voilà, si tu es prête, Violette, c'est parti. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu faisais avant, justement, et maintenant, du coup, ton activité, du coup, actuelle? Oui, alors c'est parti. Donc bonjour à tous, moi c'est Violette, j'ai 33 ans, je suis infirmière depuis 2011 et infirmière libérale depuis 2017. Donc ma première expérience en tant qu'infirmière libérale, ça a été au sein d'un cabinet qui était déjà composé de deux infirmières, qui étaient toutes les deux associées dans un cabinet qui était dans une maison de santé pluridisciplinaire. Donc on avait d'autres acteurs, médecins, kinés, ostéo, diététiciennes, etc. Je suis arrivée dans ce cabinet au tout départ en tant que remplaçante, mais ça s'est très très vite transformé en de l'association en fait, parce que mes deux collègues à ce moment-là se sont retrouvés avec une deuxième tournée sur les bras un peu précipitamment d'une infirmière qui est partie à la retraite très très vite. Et donc il a fallu que tous les jours on soit deux à travailler au lieu d'une, quoi. Il y avait deux tournées du matin et une tournée du soir. Donc j'ai très peu connu le statut de remplaçante en fait au départ. J'ai tout de suite commencé par l'association quasiment, enfin ça a été très vite. Donc on était trois, donc comme je disais, deux tournées du matin et une tournée du soir, donc au sein de ce cabinet, où là du coup en tant qu'associé, on était toutes les trois à part égale, on va dire, dans le cabinet. Il n'y a pas de notion de hiérarchie à ce moment-là quand on est associé. On a un contrat d'association, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, c'est chacun est au même niveau, chacun prend sa part de responsabilité dans le cabinet en ce qui concerne l'entretien, le loyer du cabinet, l'évacuation des dasseries, le bazar, le truc, la femme de ménage, enfin tout ça. J'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis après, pour des raisons de réorientation professionnelle, j'ai quitté ce cabinet, donc qui était à Chartres, Chartres en Eure-et-Loire, dans une région sous-dotée en infirmiers libéraux. Je le dis maintenant parce qu'on en parlera après, ça a une réelle importance. Il y a plein de choses qui tournent autour de ça dans notre métier. Donc j'ai quitté ce cabinet au mois de mars 2021, donc l'année dernière, et j'ai déménagé à Lille, donc dans le nord, dans une région là pour le coup très surdotée en infirmiers libéraux. Donc pas du tout un désert médical comme ce que j'avais connu avant. Et puis de là, j'ai pris le statut de remplaçante, du coup. Euh, donc actuellement, je suis remplaçante pour plusieurs cabinets, alors de manière régulière pour deux. Là, il y a eu un peu plus pendant le mois d'août. J'ai remplacé des copines à droite à gauche qui avaient besoin pour des jours ponctuels. Mais donc là, à ce jour, j'ai le statut de remplaçante. Il y a un troisième statut qui existe, c'est celui de collaboratrice, qui est, on va dire, un peu à mi-chemin entre celui de remplaçante et d'associée, dans le sens où, normalement, quand on est collaboratrice au sein d'un cabinet, on vient collaborer, c'est-à-dire qu'on n'est pas créateur du cabinet, on ne vient pas non plus en prendre une part, on vient juste s'y greffer parce qu'il y a un surplus de travail à un moment donné et qu'on a besoin, par exemple, de faire une deuxième tournée du matin parce que ça déborde de prise de sang, parce qu'il y a beaucoup de pansements lourds, etc. à faire. Et là, pareil, il y a un contrat de collaboration à signer. Dans tous les cas, les contrats, il faut les faire. Quel que soit votre statut, il faut absolument avoir un contrat. Ça, c'est hyper important parce que, surtout quand on débute dans le libéral et qu'on ne connaît pas ce milieu, qui est vraiment un autre monde, hein, vraiment une autre manière de travailler, qui est plein de codes et de manières de faire qui sont différents de ce qu'on a connu on va dire, dans l'institution. Donc,
C'est vrai qu'au début, il y a plein de nouvelles informations, on patauge un peu, on ne sait pas trop. Et quand on commence à remplacer, des fois c'est au pied levé, des fois c'est un peu à la va-vite comme ça parce que il y a quelqu'un qui tombe malade, etc. Et voilà. Et donc dans la précipitation, des fois, il y en a qui oublient de faire des contrats, sauf que sur le c'est pas un contrat de travail. Hein, il n'y a pas encore une fois de notion de hiérarchie, quel que soit votre statut, même la titulaire n'est pas hiérarchiquement au-dessus de vous en tant que remplaçante. On est considéré comme chef d'entreprise. En fait, on est à notre compte, on paye tous nos propres charges. Hein. C'est pas, même si vous êtes remplaçante, c'est pas celui qui vous fait travailler qui va payer vos charges à votre place. Hein. Vous avez votre propre URSSAF, votre propre Carpingo, etc. Donc, il n'y a pas cette notion-là. Pour autant, il faut signer un contrat de on travaille ensemble, en fait. Je viens t'aider, te suppléer dans les moments où toi, tu ne peux pas travailler parce que tu prends des vacances, parce que tu es malade, parce que ceci, parce que cela. Et c'est vrai que des fois, dans l'euphorie un peu du début et puis dans la confiance qu'on veut bien donner aux autres de manière spontanée, des fois, on oublie de signer des contrats. Sauf que malheureusement, cette planète n'est pas peuplée que de gens honnêtes. Et si vous n'avez pas signé de contrat, derrière, s'il se passe quelque chose, vous l'avez dans l'os et en fait, vous pouvez rien faire, quoi. Donc, si la personne ne veut pas vous payer, par exemple, ce qui malheureusement sont des choses qui arrivent. Malheureusement, ça arrive des infirmiers libéraux que vous remplacez puis qui tardent à vous payer. Alors, il y a une petite clause dans les contrats de remplacement qui disent que vous devez être payé au bout de tant de temps. Alors, 1 mois, 2 mois, après, à vous de voir. Mais dans tous les cas, les contrats, quelle que soit association, collaboration, remplacement, ils sont tous dispos sur le site du Conseil de l'Ordre, sur le site de l'ONI. C'est vraiment un site de référence sur lequel il faut aller. D'autant que sur le site de l'ONI, donc l'Ordre national infirmier, il y a effectivement ces histoires de contrats, mais surtout, il y a quelque chose de très important qui vient régir, notre profession d'infirmière libérale, c'est le code de déontologie qu'on a toutes signé en fait en s'inscrivant à l'ordre infirmier, parce qu'on est toutes inscrites à l'ordre infirmier, à part peut-être quelques irréductibles, mais normalement on y est tous. Il faut savoir que quand on est libéral, la cotisation est plus chère. Hein. Actuellement, on est à 85 euros, je crois. Ouais. Ça a augmenté l'année dernière. On était à 75, ils nous ont mis 10 euros dans les dents. Ça, tu Ça peux doit- le Charlotte, si tu veux. Bref, passons. Mais en tout cas, voilà, on est tous inscrits à l'ordre et quand on signe la charte, quand on signe le code de déontologie, et ce code de déontologie, il est hyper important parce que il vient nous raconter tout ce qui rentre en scène quand on est infirmière ou infirmier libéral, quel que soit le statut. Et ça vient parler de l'infirmière remplaçante, quel statut elle a, des bonnes règles de confraternalité entre collègues. Ça vient aussi parler du droit du patient, du refus de soins du patient. Ça vient parler de discrétion professionnelle, de secret professionnel, de secret partagé, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes à lire. Ça prend une demi-heure. Ça parle de nous, ça parle vraiment de ce qu'on fait et c'est hyper important. Je le dis parce qu'on est, et je parle aussi pour moi, nombreux à avoir été inscrits à l'ordre sans avoir lu ce truc-là. Et en fait, il est plein de bon sens. Il y a plein de choses super intéressantes. C'est pas du tout pénible. Ça, voilà. Donc, j'invite les gens à aller se documenter sur ça parce que vraiment, c'est plein de choses intéressantes. Voilà. Donc, il faut faire des contrats, quel que soit le statut. Donc, pour reparler des statuts, soit vous êtes remplaçante. Donc là, vraiment, le but, c'est de venir pallier voilà, dans un ou plusieurs cabinets sur des dates précises. Là, vous avez du coup une autorisation de remplacement qui est délivrée par l'ordre infirmier. Toujours, on en revient toujours au Conseil de l'ordre. Elle est valable 1 an et dans toute la France. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous balader et vous dire, tiens, je pars à Marseille ou à Strasbourg pour un remplacement de 3 mois. Vous n'avez pas besoin de refaire une nouvelle demande, en fait. Voilà. Euh, Pardon? Tu peux changer de région en fait quand tu es Ouais, remplaçant. c'est ça, si tu as envie, voilà, c'est l'intérêt de ce statut-là, c'est qu'il est plein de flexibilité. On peut faire plein de choses. En plus, donc on peut jongler entre plusieurs cabinets, donc pas plus de 2 cabinets en même temps. Ok. Voilà, sur des mêmes dates, hein, j'entends. Hein. De toute façon, vous signez un contrat avec les dates qui sont mentionnées dedans, donc il n'y a pas de. A priori, sur une journée, vous remplacez pas 2 cabinets en même temps. Plus, voilà, on fait un cabinet une journée. Donc voilà pour le statut de remplaçant. Donc là, pour le coup, quand vous êtes remplaçant, il n'y a pas de. Vous n'avez pas de cabinet à vous. Donc votre adresse professionnelle, c'est votre adresse de chez vous.
et vous n'avez rien sur les épaules, je dirais. C'est-à-dire que vous n'avez pas de cabinet à vous, donc de tout ce qui est en lien avec le cabinet, vous ne gérez pas. Le matériel, ce n'est pas vous qui l'achetez. Enfin, vous avez le droit de vous en acheter et de le faire passer dans vos frais pro, mais normalement, les cabinets qui vous embauchent, du coup, vous font travailler, ils ne vous embauchent pas vraiment, mais ils doivent vous mettre le matériel à disposition et vous êtes aussi OK pour que vous vous serviez. En fait, ils vous mettent tout à dispo pour que vous puissiez aller travailler. Donc, le local, la patientèle, le matériel, et vous ne gérez pas la facturation la plupart du temps. Oui. Vous pouvez le faire. Vous avez tout à fait le droit de dire, moi, je veux être remplaçante, mais par contre, je veux être maître de ma facturation. C'est tout à fait possible, mais bon, ça demande quand même beaucoup de boulot, parce que c'est-à-dire qu'il faut récupérer toutes les cartes vitales des gens, avoir un logiciel de facturation, recréer toutes les ordonnances sur le logiciel. Et je dirais, c'est un peu l'avantage quand on est remplaçant, c'est qu'on ne fait pas ça. Et ça, quand on sait le temps que ça prend, on est quand même bien content. Mais techniquement, on n'a pas la main sur notre facturation. Alors, évidemment, vous êtes tout à fait en droit de demander un récapitulatif des actes et de vérifier toutes les cotations et tatata, mais c'est pas vous qui le faites. Donc, il y a toujours ce petit truc-là qui repose sur la confiance. C'est pour ça que, pareil, autant que les contrats, je vous invite à absolument demander des récapitulatifs de tous les actes qu'on a facturés pour vous. Même si vous n'y connaissez rien dans la nomenclature, la cotation des actes, etc., quand même avoir ce support pour être en capacité, à un moment donné, si vous le voulez, de vérifier si on vous a bien payé à la juste mesure, quoi. S'il n'y a pas eu de raté, d'oubli, de choses comme ça, quoi. Toi, du coup, ce que tu fais, toi, tu fais pas de facturation. Tu n'en fais plus, du coup, maintenant. Du coup, non. Moi, je faisais ma facturation quand j'étais associée dans mon cabinet. Là, en tant que remplaçante, en fait, c'est le deal la plupart du temps. C'est-à-dire que comme la remplaçante, vu qu'elle est là, pouf, 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 et que souvent elle fait plusieurs cabinets, elle ne gère pas la facturation. En compensation de tout ça, le cabinet titulaire qui vous fait travailler, il vous prend, la majorité du temps, ce n'est pas une obligation, mais il aurait tort de se gêner, il vous prend une rétrocession. Donc un pourcentage de ce que vous avez gagné lui revient au titre de j'ai facturé pour toi, toi en gros tu es arrivé, tu as travaillé, puis terminé, puis en fait c'est tout bénéf pour toi, quoi. Ce qui n'est pas complètement faux, hein, loin de là. Donc, c'est tout à fait honnête. Donc, cette rétrocession, elle est légalement, ça peut aller jusqu'à 30%. Ce qui est beaucoup. Donc, personne ne fait ça. Enfin, très rares sont les cabinets qui se permettent de prendre 30% à la remplaçante, parce que ça fait vraiment beaucoup. La majorité du temps, c'est 10, 15. Tout dépend, je dirais, aussi de l'activité du cabinet. C'est-à-dire que si vous êtes sur un cabinet qui tourne avec beaucoup de chroniques, il y a moins de raisons de prendre plus. Moi, je sais que dans le cabinet où j'étais associée, au départ, on prenait 10 pour nos remplaçantes. Et en fait, à la fin, sur les 2 dernières années, on avait tellement de boulot, tellement de patients aigus, tellement de paperasse à faire tout le temps. Et qu'en fait, quelque part, les filles, elles venaient avec nous, elles faisaient leurs chiffres, il n'y avait pas de problème. Donc, en fait, elles n'étaient pas à 5% près. Et nous, on leur disait ça. Voilà, c'est comme ça, parce que ça nous demande beaucoup. Et en fait, ça passait parce que tout dépend du chiffre d'affaires aussi qu'il y a. Pareil, voilà, c'est mathématique. Donc voilà, donc en moyenne, c'est 10 à 15%. Voilà pour le statut de remplaçant. Je pense qu'on a fait le tour. C'est quoi pour toi, du coup, l'avantage que tu vois être remplaçante par rapport, du coup, tu en as parlé, hein, mais par rapport à associer, en fait? Quels sont les avantages, du coup, que tu vois? L'avantage d'être remplaçant, c'est que y a donc cette histoire de paperasse dont tu n'es absolument pas... Enfin, t'es pas contrainte par ça. Tu n'as pas du tout la charge de ton cabinet sur les bras, parce que c'est quand même quelque chose d'avoir un cabinet à soi, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire et beaucoup de responsabilités. Il y a le fait que ça permet du coup d'avoir une grosse flexibilité dans ton planning. C'est-à-dire que tu peux jongler un peu et dire, voilà, moi, je suis dispo telle date, telle date, telle date, telle date, et qu'en contrepartie, le cabinet te dise, vu que moi, j'ai besoin telle date, telle date, telle date, voilà. Mais si tu veux, si toi, tu dis, non, mais moi, j'ai pas envie de travailler à Noël, j'ai pas envie de travailler le jour de mon anniversaire, j'ai pas envie de travailler là, 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 quelque part, à toi de t'arranger avec les cabinets et d'être suffisamment dispo le reste du temps pour qu'ils acceptent, en fait. Mais légalement, encore une fois, il n'y a pas de notion de supériorité hiérarchique. Donc, en fait, tu fais ça, tu rends compte à personne, en fait. Après, il faut être dispo quand même, parce que sinon, ils t'appelleront plus. Mais c'est un peu le même principe que l'intérim, tu vois, dans l'idée. C'est ce truc qui te permet, en fait, de jongler comme tu veux. Et à titre personnel, je fais une petite parenthèse sur moi. Moi, c'est comme ça que j'arrive à
concilier ma formation future là en septembre avec aussi mon statut de maintenant de formatrice pour Orion Santé, tu vois. Bah, si j'étais associée dans un cabinet, je ne pourrais pas faire ça. Ou alors si, il faudrait que je prenne une remplaçante sur tous les jours dont j'aurais besoin. Ouais. Mais encore faut-il qu'elle soit dispo, encore faut-il que... Enfin voilà, c'est beaucoup moins simple dans ce sens-là. Ouais, t'es plus maître de ton planning quand t'es remplaçante, que tu dis oui, non. Voilà. Alors que quand tu as ton compte, en fait, tu dois toujours aller chercher en fait, les personnes. Et si on te dit non, bah, t'as pas le choix, Et quoi. puis comme c'est toi qui es responsable du cabinet, bah, si t'as personne, c'est toi qui vas travailler, quoi. Ok. Tu peux pas dire, bah non, je suis malade, trouver une intérimaire comme dans les services. Ouais. Bah non. Alors ça, c'est le petit inconvénient du libéral, hein, c'est que bah, vous êtes solo quand même, enfin inconvénient, qui est aussi un avantage sur d'autres aspects. Mais bah, le matin, il faut aller travailler, quoi. Pas trop de... Bah, enfin, voilà, c'est un métier quand même assez dur, hein, le libéral. Hein. C'est... Physiquement, c'est compliqué, parfois. Et puis psychologiquement, moralement aussi, hein, on absorbe quand même pas mal. Donc voilà, donc pour moi, c'est ça les deux gros avantages du statut de remplaçant. Et puis le troisième aussi, quand on switch sur plusieurs cabinets, bah, c'est la diversité des soins, c'est la diversité des gens, c'est tout type de... C'est une multiplicité de situations rencontrées. En fait, c'est ça qui est sympa dans le libéral, c'est qu'il n'y a pas ce côté aseptisé, sans mauvais jeu de mots, de l'institution, où en fait tout le monde est logé à la même enseigne, il y a des horaires pour tout, et puis il y a un règlement et machin. Là, le libéral, le règlement, je dirais, c'est celui que vous voulez bien y donner, le cadre, c'est celui que vous voulez bien y donner, mais il y a une forme de liberté quand même. Et c'est vrai que quand on est remplaçant, bah, pouf, 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 on peut aller papillonner un peu à droite à gauche. Ça peut, pour certaines personnes qui aiment bien ça, ça peut être sympa. Voilà. Et Ok. par contre, Et quand on est chez soi, en inconvénient, du coup, tu verrais quoi comme inconvénient du libéral, du coup, par rapport à associé ou même collaboratrice? remplaçant par rapport à bah, l'inconvénient, moi je dirais le principal, c'est que du coup, comme vous êtes remplaçant, euh, vous n'avez pas de pouvoir de décision du tout. C'est-à-dire que toutes les décisions qui vont être prises au sein du cabinet par les titulaires, vous, en gros, enfin, pour parler un peu crûment, on ne va pas vous demander votre avis, quoi. C'est-à-dire que même si vous en avez un et même si ça vient vous pénaliser, bah, non, et c'est valable pour le fonctionnement du cabinet, mais ça peut être aussi valable, par exemple, sur une histoire de protocole sur un pansement. Ok. Vous arrivez sur une plaie que vous connaissez pas, un peu comme un cheveu sur la soupe parce que c'est la première fois que vous la voyez. Vous y allez un jour, vous y allez 2 jours, vous y allez 3 jours, puis vous avez, vous, à votre sens, l'impression que le protocole, il n'est pas hyper adapté. Bah, ça va pas forcément être aussi simple de dire, bah, quand vous avez le statut de remplaçante, bah, peut-être que machin, que quand vous avez le statut d'associé. Quelle que soit votre expertise dans ce domaine-là, d'ailleurs. Ouais. Moi, je sais que j'ai un DU plaie et cicatrisation. Je dispense de la formation pour Orion en tant que formatrice plaie et cicatrisation. Pour autant, dans les cabinets dans lesquels je travaille en tant que remplaçante, bah, quand je sens que je peux avoir une petite pierre à apporter à l'édifice, je sais que je fais quand même toujours attention à la manière dont je le dis. Non pas que je marche sur des œufs parce que je m'entends très bien avec tout le monde, mais plutôt, tu vois, tu as ce truc où tu peux pas... bah, toi, tu viens remplacer, tu connais pas les patients, tu connais pas le cabinet, tu vois. Donc, il faut quand même, si tu as envie de dire quelque chose, bah, c'est pas pareil, ta légitimité, elle est différente et c'est tout à fait normal. Donc, voilà, il y a ce truc où il faut avoir ça en tête que tu es remplaçante, tu as ce statut-là. Donc, tu peux pas dire non, là, je suis pas d'accord, là, comme tu pourrais le faire de manière plus libre quand tu es associé. Parce que c'est ton cabinet. C'est toi que ça va impacter directement et c'est toi qu'on assumera les conséquences directement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ça, ce truc-là. Et puis, des fois, bah, du coup, ça te mène à faire des choses avec lesquelles tu peux pas toujours être en accord, Mm. quelque part. Ouais, les prises en charge des patients, des fois, tu veux pas forcément les prendre en charge, pas de cette manière-là, mais en fait, tu es obligé de le faire parce que tu es remplaçante, en fait. C'est ça. C'est ça. Tu vois, si tu te retrouves dans un cabinet, par exemple, où les infirmières ont pris l'habitude d'aller étendre le linge du patient, Ouais. par exemple. Alors, non, mais on rigole, mais c'est des choses qui arrivent, hein, ou je sais pas, ou mettre du lenticale là, dans le pommeau de douche parce que gna gna. Bah, c'est-à-dire que toi, tu arrives et puis que tu le fais pas, on va te regarder un peu de travers des fois. Alors là, je prends des exemples un peu caricaturaux. Ouais, Mais ouais, ouais, tu vois, dans l'idée, et c'est là toute l'histoire en fait du libéral, c'est le positionnement, le cadre, parce qu'il n'y a pas le cadre de l'institution ouais. sur lequel on se repose beaucoup
quand on y est. C'est un peu, on se cache un peu derrière ça. Bah non, le règlement, il dit que. Bah non, c'est comme ça, machin, les petits déj, cette heure-là, parce que la cuisine. Là, c'est toi face au patient, chez lui, à l'instant T, dans une situation donnée, dans lesquelles il faut des fois réagir assez vite et puis voilà, trouver des terrains d'entente pour que toi, tu puisses exercer ton rôle d'infirmière dans ton bon droit et de la manière dont tu juges que c'est voilà, correct de le faire. Et le patient qui accepte tout en respectant enfin, les règles que l'infirmière lui impose, mais tout en respectant son intimité, son rythme, ses horaires, sa manière de vivre, etc. Et c'est tout un équilibre à trouver. Ouais, c'est Et ça. en ça, c'est très riche aussi, tu vois. Oui, ça peut être un inconvénient aussi, autant en tant que remplaçante qu'en tant qu'associée. Donc, Oui, là, pour le coup, qui oui. ont du mal à s'affirmer, qui ont du mal à, même en tant qu'associée, hein, je sais qu'il y en a qui Bien sont, sûr. ça a beau être leur cabinet, qui se laissent un petit peu bouffer. Ça, alors, tu parlais de la douche, mais qui, je pense, n'est pas non plus loin de la réalité. Ça peut être le courrier, ça peut être les courses à la pharmacie. Et ça, Oui, pour le coup, c'est un retour que j'ai souvent bien de sûr. Oui, 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 l'infirmière. oui. Comme tu dis, il n'y a pas de cadre, en fait. Donc, du coup, tu te sens un peu C'est obligé. ça. Et quand il n'y a pas de famille et que la personne est toute seule, bah, en fait, C'est ça. de fil en aiguille, ça Alors peut... après, souvent, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que tu peux très vite trouver des solutions Ouais. pour ces gens-là et qu'en réalité, toi, tu pourras tout à fait t'exempter de ça. Ce qu'il y a, c'est que quand on est infirmière libérale, on a des patients qu'on voit tous les jours pour certains, et même pour beaucoup. Et certains, parmi ces beaucoup, une, deux, trois fois par jour des fois. Donc c'est vrai il se crée un lien fatalement qui est différent, et ça c'est une évidence, et je pense que c'est ce qui fait aussi vraiment la différence entre le libéral et l'institution, c'est qu'on a un rôle dans la vie des patients et une présence qui est tout autre. Et donc, il y a des fois peut-être des petits dérapages aussi à cause de ça, parce que, bah, j'ai envie de dire, des fois, on finit par faire un peu partie de leur quotidien et des meubles, quoi. Donc, des fois, c'est pas méchant, mais ils se rendent pas compte que toi, tu es infirmière, tu es professionnelle de santé. T'es pas là pour ouvrir au chat. Ça peut être ponctuel, mais voilà, ça peut pas devenir des habitudes, quoi. Et surtout, la sécurité sociale, elle est pas là pour rembourser ça, quoi. Donc, Ouais, ouais. enfin bref, donc, voilà, pour faire les différences entre les deux. Et puis collaboratrice, bah, je dirais, voilà, c'est un peu à mi-chemin entre les deux. Ça peut être, mais souvent c'est un, un statut un peu tremplin. Tu fais Ouais, remplaçante, collaboratrice, puis associée. ok. Moi, j'ai fait le truc Oui. complètement à l'envers, mais les gens font Ouais. tout ça en général. Mais j'allais te demander, en fait, en général, remplaçante, c'est comme tu le décris, j'ai l'impression que c'est pas fait pour que tu restes remplaçante, entre guillemets, toute une carrière. J'ai l'impression que c'est surtout un tremplin vers autre chose. Toi, tu l'utilises Oui, comme tremplin pour ta reconversion, ça peut être un tremplin pour après avoir son cabinet, etc. J'ai l'impression que c'est un statut un petit peu. oui, oui, oui. Bah oui, parce que commencer par le remplacement, c'est évident. C'est une bonne manière de se rendre compte de ce qui nous attend par la suite et qu'effectivement, ce statut de remplaçant, à un moment donné, on n'a plus envie de l'avoir. Je pense beaucoup. On a envie de créer, alors soit de créer son cabinet, soit de s'associer à un cabinet déjà existant avec des gens avec lesquels vous vous entendez bien. De plus en plus, maintenant, on se dirige quand même vers de l'exercice en commun, du travail, le coup de l'infirmière solo dans son petit cabinet de ville qui voit personne et qui, voilà, ça existe, bien sûr, toujours, mais ça tend à être de moins en moins présent parce que maintenant, ben, notamment pour pallier à tous ces déserts médicaux et toutes ces difficultés que ont certaines personnes à avoir accès aux soins. Dans certaines régions, c'est compliqué. De plus en plus, on se dirige vers des maisons de santé pluridisciplinaires ou des CPTS, des communautés prioritaires territoriales de santé, je crois que c'est ça. Tu revérifieras, Charlotte, si j'ai pas dit une blague, mais je crois que c'est ça. Où en fait, les gens, alors là, ils ne sont pas forcément dans le même établissement, mais par contre, ils ont vraiment un travail en réseau avec des systèmes de messagerie sécurisés, on fait des réunions, machin, on a un travail en collaboration. Et donc ça, c'est hyper bien parce que ça vient atténuer ce côté, oui, tu es infirmière libérale, tu travailles toute seule. En réalité, non. Il y a d'autres gens autour de nous, les kinés, les médecins, etc., les orthophonistes, voilà. De plus en plus, on tend à travailler tous ensemble. Donc, je ne sais plus pourquoi je dis ça. Oui, donc tu peux venir te greffer à un cabinet qui est déjà existant, mais pour aussi en faire quelque chose de plus évolutif voilà, et ça va avec l'air du temps et de ce qui se passe en ce moment. Donc souvent, voilà, rares effectivement sont les infirmières qui ont envie d'être remplaçantes toute leur vie. Ouais, et j'avais posé la question, Violette, c'est quoi en fait la... Alors évidemment, je connais la différence, mais quelle différence tu verrais entre
infirmière libérale, justement, notamment dans des maisons pluridisciplinaires ou dans un réseau de santé en tout cas, et infirmière en HAD, tu vois, où tu es salarié pour le coup. Mais finalement, quelle différence tu verrais? Parce qu'en fait, on a un peu l'impression qu'une infirmière libérale, elle est libre parce que voilà, elle fait son planning. Elle a l'avantage de pouvoir, en effet, bah, dans sa tournée, un petit peu choisir un petit peu parce qu'avec ses patients, elle n'est pas, entre guillemets, à minute près, elle s'organise un petit peu comme elle le souhaite, plus ou moins, hein. Je mets des pincettes évidemment, parce Oui, que oui, bien sûr. c'est pas toujours comme ça. Et la HAD, finalement, quand on est infirmière salariée en HAD, donc en hospitalisation à domicile, pardon, et qu'on a du coup bah, un peu le même principe des tournées, du planning, etc. Mais qu'en gros, la facturation, bah, elle est faite par les secrétaires, on est salarié, donc en fait, on a toujours le même salaire à la fin du mois, on a des vacances, etc. Quelle différence tu verrais entre les deux pour là, je sais pas, les infirmières qui se posent la question entre est-ce que je vais plutôt vers le libéral ou vers Euh, l'hospitalisation à domicile? Déjà, c'est pas les mêmes soins la plupart du temps. En termes de soins infirmiers, ça change pour la bonne raison qu'au départ, la l'HAD, si je dis pas de bêtises, c'était conçu pour du soin palliatif. On a l'association, ouais. C'est un truc qui a été mis en place vraiment dans ce domaine-là, de on va aller mourir à la maison avec tout ce qu'il faut en termes de perf de PCA de morphine, etc. Voilà, c'est l'hospitalisation à la maison. Au départ, c'était fait pour ça. Ce qui fait que déjà, les soins sont différents. C'est vrai qu'en libéral, on a moins les soins palliatifs, on va peu les avoir. Mm. Sauf si, par exemple, c'est quelqu'un, un patient que vous avez depuis longtemps dans votre patientèle et qui va se dégrader ou qui va être hospitalisé. Et à sortie d'hospitalisation, on sait que malheureusement, c'est une fin de vie, mais que le patient, voilà, c'est pas encore trop lourd en termes de soins. Ça peut être géré à la maison par une infirmière libérale parce qu'il y a ça aussi, en fait. Les histoires de PCA de morphine, les histoires de pansement par TPN, tu sais, les vagues, Ouais, etc. Ça, c'est la CHADé qui gère. Les libéraux le font pas. d'accord. Sauf dans les cas où c'est l'HAD qui délègue aux infirmiers libéraux. C'est Ok. arrivé. Moi, ça m'est arrivé à Chartres parce qu'on était dans un coin sous-doté, enfin à Maintenon, en Eure-et-Loire, et que du coup, l'HAD, en fait, intervenait plus assez sur ce secteur-là. Il nous a dit, est-ce que vous pouvez le faire pour nous? Tu en étais dans l'effet inverse. Mais sinon, de base, l'HAD va, entre guillemets, les soins techniques vont plutôt aller vers l'HAD. Les plus techniques iront vers l'HAD parce que, encore une fois, c'est l'hospitalisation à domicile, donc il y a tout le matériel pour. Il y a le médecin qui est dispo, H24 et nanana, tout ça. Donc c'est ça qui va faire la première différence. Et puis la deuxième, bah, c'est le statut. Parce que bah, voilà, si vous êtes salarié, effectivement, vous avez fini votre tournée, vous rentrez chez vous. Si le téléphone il sonne à 3 heures du matin parce que la pompe d'alimentation que vous avez posée à 20 heures, elle bip, bah, c'est l'infirmière d'astreinte de l'HAD qui va y aller. Tandis que si vous êtes infirmière libérale et que vous avez des pompes d'alimentation, ce qui arrive très souvent, enfin pour certaines, bah, si à 3 heures du matin, le patient il vous appelle, c'est vous qui y allez. Voilà. Elle est là la différence. Et du coup, Euh, c'est quoi l'avantage? C'est quoi l'avantage d'être en libéral par rapport à HAD du coup? ah bah, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de hiérarchie. Donc, en fait, il y a sur plein d'autres situations, vous allez pouvoir vous arranger avec le patient Mm. sur des trucs où, s'il y avait eu une hiérarchie, on vous aurait dit, ah, surtout pas, machin. Faut surtout pas faire ça, ça ne va pas, ça répond pas au protocole de ceci, de cela, alors qu'en fait, parce que ça pose aucun problème ni pour l'un ni pour l'autre, juste on décale d'une journée ou de machin. Tu vois, Ouais. il y a ce truc où en fait, quand tu es libéral, on est une profession très réglementée. Mm. On a plein de textes de loi qui nous régissent, on ne fait pas n'importe quoi. Cela étant, dans notre relation aux patients et dans notre manière de gérer notre temps, d'instaurer telle ou telle manière de s'organiser, de machin, ben, ça vous regarde, vous et le patient. Tu vois, il n'y a pas de protocole. Je ne sais pas, de te donner un exemple. Je sais pas, par exemple, tu as des gens en libéral, des gens à domicile qui vont avoir envie de prendre une douche qu'une fois par semaine Mm. parce qu'ils n'ont pas envie d'en prendre plus, etc. Bah ça, à l'hôpital, on va te dire quoi, une douche par semaine? Mais non, c'est ça, les gna gna gna, puis on va te les récurer de la tête aux pieds. Bon, bah, en libéral, le patient, il veut pas. Toi, tu le laves au lavabo le reste du temps, tu fais des toilettes partielles, des machins, c'est quelqu'un qui a peu d'activité, il bouge pas. Bon, bah, soit. Mm. Puis tout va bien, tu vois. Si par exemple, tu peux pas aller faire un pansement le matin pour X raisons, tu es à la bourre, le patient, je sais pas, il peut se passer plein de trucs. Bon, bah monsieur, est-ce que je peux venir ce soir à 18 h? Tu passes un coup de fil? Bah oui, oui, moi, ça me gêne pas. Ça Ouais. c'est des trucs que tu peux pas faire si tu es à l'HAD.
Ouais. Tu vas pas décaler un soin du matin sur l'après-midi, changement d'équipe, gna gna gna. Enfin là, c'est le bazar. Puis en plus, t'en prends plein les Ouais. dents. Ça marche pas. Tu vois, ça va être ce genre de truc en fait. Euh, si à un moment donné dans ta tournée, t'en as marre, t'es fatigué, t'as besoin de faire une pause et que t'as envie de t'arrêter, boire un café au bar du coin, chez ta copine, chez toi, bah quelque part, si derrière ça vient désorganiser ta tournée, personne va venir t'engueuler, enfin te faire te réprimander. La seule personne qui peut te dire, oh là là, ça coince, ça va être le patient, Oui, éventuellement. Là, ouais. derrière, à toi, si tu vois qu'il n'y a pas d'urgence vitale, de le prévenir, monsieur machin, j'ai un petit retard, je serai là plutôt à telle heure. Si tu, tu vois, ça, tu peux pas faire ça à l'HAD, par Ouais. exemple. Mais par contre, ça demande, comme il y a beaucoup moins de protocoles et comme tu es beaucoup plus maître de tout, bah, il faut quand même que tu sois un petit peu aguerri, c'est-à-dire qu'il faut que toi, tu sois consciente que ça va pas être néfaste pour le patient. C'est-à-dire que tu vas pas faire ça avec une insuline du matin, on est bien d'accord. Oui, bien, ouais. Non, mais bon, je le dis, mais tu vois, il faut avoir ce truc de dire est-ce que ça va pas être problématique pour sa santé? Est-ce que ça va pas venir désorganiser? Tu vois, je sais pas, une calciparine, tu en as 2 par jour, bah, tu vas pas faire un coup 8 heures, un coup 10 heures, puis le lendemain midi. Non, quand même, tu vois. Mais comme ça, en fait, il y a ton ordonnance qui fait foi, évidemment, qui va te dire calciparine à faire à 8 heures et à 19 heures ou 20 heures. Mais derrière, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vérifier ton travail, en fait. Ouais, donc globalement, c'est vraiment le côté liberté que tu as quand tu es en libéral, en fait. Ouais, liberté sur ce chrono, sur ce côté, je jongle un peu avec ma tournée comme j'en ai envie. Je mets des guillemets quand je dis envie, parce qu'encore une fois, on a plein de contraintes, mais voilà. Euh, et puis ce truc aussi où je pense que pour certaines personnes, entre chaque patient, de se retrouver un peu solo dans la voiture, de se mettre un petit coup de musique qui va bien, pour les fumeuses de s'arrêter sur le bord de la route, de fumer une cigarette sans avoir besoin de se justifier, d'avoir peur de se faire engueuler par une cadre quelconque. Ça peut être aussi sympa. Enfin, moi, je sais que ça m'avait bien plu, ce côté de me dire, je suis au calme, je suis dans ma voiture, c'est des moments de pause pour moi. Même si la voiture, ça peut être pénible, hein. Mais ça peut être pour certains qui font des tournées en ville, ça peut être le vélo, ça peut être la trottinette électrique, ça peut être le Ok. fait de marcher. Moi, j'ai Ouais, découvert les tournées à pied cet été. J'ai fait 2 cabinets, je faisais tout à pied. bonheur. Bonheur. Bon, évidemment, il faisait beau, c'est le mois de Ouais, juillet, ouais, ça ouais. c'est cool. Mais tu vois, ça aussi, c'est sympa dans le libéral, selon le cabinet où tu es, tu peux avoir des moyens de locomotion différents. Et du coup, bah, quand tu es tout à pied, toi, dose de stress, je peux t'assurer qu'elle redescend considérablement que quand tu es sur la route toute la journée, les bouchons, les machins, enfin bref. Donc voilà, ouais, ça c'est la vraie différence, Ok. qui est un peu déstabilisante au départ, hein. Hmm. Première tournée toute seule, tu te dis, mais je vais jamais y arriver. Ah ouais. Ouais. Ouais, en fait, faut que chacune, je pense, apprenne à se connaître et à connaître ses besoins, de quoi Oui, j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de calme? Est-ce que j'ai besoin de confort, oui, entre guillemets, sécuritaire? Est-ce que j'ai besoin de grosse équipe qui m'entoure? Est-ce que j'ai besoin de, ouais, de souffler à chaque fois entre chaque patient, etc. Donc, ouais, franchement, c'est apprendre à se ouais, connaître. ouais, ouais, ouais. Ok, ok. Et par rapport, du coup, j'avais une question par rapport justement au choix des tournées. Tu sais, comment tu construis ta tournée, VS, combien tu veux gagner, tu sais, toutes ces questions-là, en fait, toi, quel sens, en fait, je veux donner à mon activité libérale? Est-ce que je vais avoir, entre guillemets, hein, une tournée rentable, bien rentable, qui fonctionne? Est-ce que je vais avoir un bon équilibre vie pro, vie perso, donc du coup avoir plus de temps et avoir, tu vois, peut-être des choix plus rentables et travailler moins? Comment est-ce que tu peux, enfin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cet équilibre à trouver? Ouais, alors ça, c'est une question épineuse quand même, l'histoire de l'argent, de la rémunération, mais on va en parler bien sûr parce que c'est important. Ça, c'est, je dirais, le deuxième avantage en libéral, c'est la rémunération. On va être clair, on touche plus, comment je vais le dire, on a possibilité de gagner plus d'argent en libéral, Mm. mais je dirais qu'on n'est pas mieux payé pour autant. Ça repose sur des choses qui sont différentes, mais on a cette possibilité de gagner plus d'argent par rapport au salariat, puisque quand on est libéral, on est payé à l'acte, Mm. en fait, ou au forfait, mais je veux dire, on n'est pas payé à l'heure. On est payé sur des actes qui sont prescrits sur des ordonnances médicales. Et que c'est vrai que ce paiement à l'acte peut des fois être lucratif.
Mais derrière, il faut être redevable de tout un tas de choses. C'est-à-dire que c'est pas le tiroir caisse, le libéral. C'est pas, on fait des actes, on fait des actes. Si on fait des actes et qu'on nous paye pour ces actes-là, c'est que derrière, on a quand même des comptes à rendre, en fait, et des dossiers de soins à faire pour nos patients, et des transmissions écrites, et des machins et des trucs. Ce que font pas tous les infirmiers libéraux. Et moi, la première, hein, j'ai commencé comme ça parce que je ne savais pas qu'on était aussi réglementé, donc je suis arrivée un peu comme ça. Mais voilà. Euh, Ces actes, du coup, bah, en fait, selon l'acte que vous effectuez, vous avez une cotation qui correspond. Donc, sur les soins les plus basiques, on va dire, le plus terre-à-terre de notre métier, à savoir les injections en tout genre, les sous-cutanés, les IM, les prises de sang, tout ça, on va être sur des petites rémunérations, on va dire, sur des histoires de 4, 5, 6, 7 euros, 8 euros à chaque fois, tu vois. Et plus, on va dire, le soin est technique ou demande du temps, etc., plus ça va être intéressant, tu vois. Donc après, tu vas doubler, tripler, quadrupler ces cotations-là. Ce qui est difficile à jauger, c'est savoir combien il faut en faire par jour pour être rentable. Mm. Euh, Ça, c'est une vaste question. C'est-à-dire que euh, si tu, je sais pas, si tu prends par exemple une distribution de médicaments chez un patient qui a des troubles psychiatriques et qui n'est pas capable de les prendre tout seul, tu vois, par Ouais. exemple, à la louche, on va dire, allez, c'est 7 euros. C'est pas tout à fait ça, mais on va dire c'est 7 euros. Si tu décides que dans ta journée, tu vois 70 patients à 7 euros la journée, le soin, tu vas te retrouver avec 490 euros à la fin de ta journée. Tu vois. Mais si en fait tu décides que bah non, toi tu as envie d'avoir des choses plus variées, que tu vas prendre des pansements, bah je sais pas trop comment te répondre à cette question. En fait, tout dépend des soins que tu fais. Tu vois, le calcul, il est à faire en fait comme ça. C'est calculé à l'acte. Donc chaque acte représente un coefficient. Ce qui est sûr, c'est que, comme je disais tout à l'heure, plus tu fais des soins techniques, plus ça rapporte, entre guillemets. Si tu poses des perfusions, par exemple, tu vas être sur des AMI beaucoup plus élevés. Là, tu ne vas pas avoir un AMI 1, tu vas avoir un AMI 9 ou un AMI 14. Donc là, tu multiplies ton coefficient et là, c'est beaucoup plus rentable, mais c'est aussi des soins qui vont prendre plus de temps. Bah oui, c'est ça, ouais. Tu vas aller faire une toilette complète à un patient à son domicile et puis tu vas l'installer au fauteuil, tu vas avoir fait un change, tu vas lui avoir mis son petit déjeuner à dispo, machin. Bah Mm. oui, ça va être, tu vas gagner, j'en sais rien, 30 ou 40 euros, mais par contre, on va te demander de rester 1 heure Ouais. chez ton patient, tu vois. Alors que aller donner des médicaments et surveiller que ton patient les prenne bien, surveiller qu'il n'est pas en hypotension, qu'il n'est pas là en train de trembloter et que tout va bien et que voilà, bah ça va pas te prendre 1 heure. Alors, tu Ouais. vas être payé moins cher, mais tu vas être resté beaucoup moins longtemps. C'est Tu plus vois, reproductif, ouais. Mm. si, par exemple, mettons sur 1 heure de travail, imaginons une infirmière salariée dans une structure, je sais pas, elle est payée quoi, 13, 14 euros de l'heure peut-être, Ça dépend, ouais, les structures. 12, Mm. 10, je sais pas trop, en net, hein, je parle, Ouais, 10, 12. ouais, je pense. Mm. Bon, tu vas te dire 12 euros de l'heure, c'est pas cher payé. Si à côté de ça, une infirmière libérale, en 1 heure, elle va avoir par exemple, poser une perfusion qui lui aura pris une demi-heure, où là, ça va être l'équivalent de 35 euros, plus derrière, sur le reste de sa demi-heure, elle a fait 2 petits pansements qui lui ont rapporté chacun 8 euros les deux, 8, Mm. 8 et 8, 16, plus 30, tu te dis 46 euros. Bah, en 1 heure, l'infirmière libérale, elle a gagné 46 euros, puis moi, j'ai gagné 10 euros à cavaler comme une dingue dans les couloirs de l'hôpital. Tu vois, bah oui, mais déjà, l'infirmière, ce qu'elle gagne, c'est du brut. Donc derrière, il y a des charges là-dessus. Ouais. Et à côté de ça, tu peux très bien te retrouver chez un patient pour venir lui administrer ses médicaments et surveiller que tout va bien, et puis te rendre compte qu'en fait, à domicile, te rendre compte qu'en fait, il a chuté dans la nuit, qu'il faut appeler les pompiers, que du coup, tu te retrouves bloqué chez lui, attendre le SAMU, le machin, t'appelles la famille, bazar, t'es resté 1 heure. Total, bah, t'as pas donné les médicaments de ton patient parce qu'il était dans le coltard, donc bah, tu peux pas te facturer ton soin. Mm. Et puis en plus, tu as perdu 1 heure sur ta tournée, puis tu n'as rien gagné, parce que là, tu ne peux rien facturer. Tu vois. Donc en fait, c'est très variable. Vraiment, cette question-là, c'est difficile à répondre et les infirmiers libéraux ont toujours du mal à répondre à cette question. Non pas qu'ils ne veulent pas, mais parce que tout dépend des soins que tu vas avoir, tout dépend du nombre de patients que tu vois par jour, et tout dépend de comment ta tournée se passe. Ouais. Mais on va dire que pour te donner quand même une fourchette, moi là, tu vois, je suis remplaçante, je suis dans des cabinets qui tournent plutôt bien. C'est-à-dire que
j'enchaîne des soins divers et variés. Je fais du 7h, 13h, 16h30, 19h30, ce qui est à peu près les horaires moyens d'une infirmière libérale. Et ben, je vais faire des journées à peu près 400 brut. Ouais, brut, ok. Donc, c'est-à-dire tu divises 400 € par le nombre de soins que j'aurais fait dans la journée et le prix qu'ils m'ont rapporté chacun. Tu vois, tu viens après refaire le puzzle. Donc, ça paraît beaucoup, ce qui est vrai. C'est quand même 400 €. C'est pas, personne gagne ça en salariat. Mais là-dessus, c'est du brut. Enfin, il y a des charges. Et on estime qu'une infirmière libérale, elle a à peu près 50% de charges, tout confondu. Donc, en Ok. fait, c'est pas 400 que tu as dans ta poche, c'est 200. Ok. Voilà. En sachant que quand tu es infirmière libérale, tu travailles plus en termes de temps. C'est-à-dire que oui, tu gagnes plus d'argent, mais tu n'as pas des journées de 7 heures. Ouais. Tu aurais plutôt tendance à avoir des journées alors entre la tournée du matin, tournée du soir, tout dépend comment tu bosses, mais tu vois, de 9h, 10h, des fois plus, selon le cabinet dans lequel tu remplaces. C'est une grande amplitude horaire. Ça, c'est aussi quelque chose qui diverge vraiment entre le salariat et le libéral, sauf quand tu fais des postes en 12 heures, mais quand on fait des postes en 12 heures en salariat, tu n'en fais pas 5 dans la journée, mais dans la semaine, je veux dire, mais quand tu es libéral, c'est très tôt le matin et ça finit tard le soir. Alors oui, tu rentres chez toi entre les deux, tu as une pause, mais quand même, Ouais. Puis tu fais de la tu es paperasse. debout depuis cette heure-là, tu vois. Ouais. Voilà, voilà. Ok. Donc, Et pour du répondre coup, à ta question du départ avec la Shadé, tu vois, la ouais. différence, elle se joue là aussi. Ouais, ouais. Et sur les, par exemple, les rythmes, est-ce que, ce que j'y pense, parce que j'avais une infirmière qui m'avait demandé, est-ce que c'est possible d'avoir une activité libérale en ayant des horaires entre guillemets de bureau, tu vois, de prendre que des pansements, des soins que tu peux faire que entre, tu vois, entre 7h et 18h, quoi, tu vois, est-ce que c'est Tu, possible? Ouais. tu peux. Alors, quand tu es remplaçante, bah, il faut trouver le cabinet qui fonctionne comme ça. Ouais. Mais sur le principe, tu peux le faire. Moi, j'ai rencontré des infirmières qui avaient décrété qu'elles avaient envie d'avoir le statut de libéral, mais que par contre, elles voulaient avoir, entre guillemets, un peu les avantages du salariat, je sais pas, de la médecine, de la santé au travail ou de l'infirmière scolaire, tu vois, en gros, pour caricaturer un peu. Et donc, elles étaient deux avec des enfants en bas âge, elles avaient pris le parti de dire qu'elles ne voulaient pas de tournée du soir, déjà et que fallait pas que ce soit à 6 heures le matin, parce que ça, c'est aussi ce que tu vois souvent dans les cabinets Hum. libéraux, hein. Tu peux commencer très tôt, voire des fois, il y en a qui commencent plus tôt que ça. Bon. Et de dire, bah, nous, en gros, on fait du 8-13, quoi, ou du 8-15. Si tu as envie de faire ta patientèle comme ça, tu peux le faire. Encore une fois, tu es à ton compte. Personne va venir te dire non, c'est pas bien, ou voilà. Si toi, ça roule comme ça, que ça convient aux patients, que tu arrives à t'organiser, alors par contre, enfin, j'admire celles qui arrivent à faire ça parce que ça veut dire qu'il faut être aussi en capacité de refuser les soins Ouais. quand ils se présentent à ton téléphone et de dire ah bah non, bah moi, tu vois, par exemple, tu me demandais les soins qui payent, les perfusions, ça paye. Quel que soit le site, hein. En sous-cut, c'est le même prix qu'en IV, hein. C'est comme ça. Ok. C'est comme ça. Ça rapporte, entre guillemets. Oui, ça changera, hein. Je pense que ça restera pas comme ça tout le temps, mais actuellement, c'est le cas. On t'appelle, je sais pas, tu as l'hôpital qui t'appelle pour aller poser des antibiotiques 3 fois par jour chez un patient sur une chambre implantable. Bah, c'est un AMI 9 à chaque fois, donc c'est 3 fois un AMI 9 par jour, donc ça représente quand même beaucoup d'argent. Hum. Si c'est sur 3 semaines, 6 semaines, voire plus, si toi, tu as décrété que tu voulais faire du 8h-15h, tu diras non à cette Ouais. personne-là. Et Hum. donc, au fur et à mesure, on t'appellera plus pour ce genre de soins non plus. Et donc, ça veut dire que quelque part, tu es consciente que tu te cantonnes à des soins qui vont être moins techniques, quelque Ouais. part, tu vas être sur un truc qui va peut-être un peu plus ronronner. Mais ça peut tout à fait convenir à des gens. Enfin, il y en a qui le font. Mais voilà, personne ne viendra te le reprocher si tu n'as pas de hiérarchie. Et est-ce que c'est possible aussi quand tu es en région surdotée ou très surdotée, parce que tu as plein de soins, tu as plus de soins, je pense. Et alors quand tu es en sous-doté, comme toi, tu étais du coup plus à la campagne, j'imagine que tu peux moins facilement dire non aux soins, quoi. Oui, Tu vas pas avoir, ouais. Ça, c'est une vraie différence entre le monde rural, on va dire, et le monde urbain dans le soin à domicile. C'est que la France, elle est coupée en tout un tas de régions au niveau de la CPAM. Enfin, c'est les régions classiques, mais du coup, selon le nombre d'infirmiers libéraux au kilomètre carré, en gros, ils vont définir si tu es en région surdotée, sous-dotée, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai remarqué qu'il y a quand même
une tendance qui dit que plus tu es dans une région bien dotée en infirmiers libéraux, moins tu vas avoir déjà de soins qui vont être proposés. Logiquement, ton téléphone sonnera moins, puisqu'il y a plus de cabinets au kilomètre carré que quand tu es dans une région où il y a que toi ou que vous êtes que deux à se battre pour 15 kilomètres à la ronde, tu vois. Fatalement, ton téléphone sonnera moins. Et du coup, tu auras les soins techniques te passeront probablement plus souvent sous le nez, tu vois, en fait. C'est-à-dire que quand tu es dans... Moi, j'étais à Maintenon, il y avait un autre cabinet avec nous. Et tous les petits bleds aux alentours, il n'y avait pas de cabinet infirmier. Donc, en fait, s'il y avait une perf à poser, c'était soit nos collègues d'à côté, soit nous. Sauf que quand tu es en plus dans un coin où il y a quand même... Moi, j'étais proche de Paris, mine de rien. Beaucoup de gens qui allaient se faire opérer à Paris, tu vois, et qui revenaient parce que pour le coup, à Chartres, il n'y avait pas les infrastructures non plus pour que les gens se fassent opérer toujours comme il aurait fallu. Donc, ils immigraient à Paris. Ils revenaient derrière avec leurs soins de pansement, avec leurs anticols, leurs pansements machin. Si c'était pas elle, c'était nous, quoi. Donc, en fait, c'est vrai que c'est compliqué de dire non quand tu sais que les gens ne trouveront pas d'infirmières ou d'infirmiers pour venir faire leurs soins. Donc, c'est un peu à double tranchant. Mais par contre, moi, dans ce cabinet, je faisais pas de nursing. Ok. Là où ici, dans le Nord, il y a beaucoup plus d'infirmiers installés. Et donc, comme il faut que chacun gagne de l'argent, eh ben, les infirmiers font beaucoup de toilettes ici. Enfin, non, il y a beaucoup d'infirmiers qui font des toilettes, plutôt, c'est ça que je veux dire. Euh, Mm. Ils en font quasiment tous. Alors, quand je dis toilettes, c'est pas forcément des toilettes complètes au lit, ultra lourdes, hein, bien au contraire, Mm. mais il y a du nursing, beaucoup plus. Ouais, plus tu vas dans une région où il y a du monde, et plus il faut des soins pour tout le monde, et donc du coup, il faut pouvoir assurer quelque part un chiffre d'affaires un peu constant pour pouvoir vivre, parce que c'est notre manière de gagner de l'argent, hein. Donc, on va essayer de pérenniser ça en ayant ce qu'on appelle dans notre jargon des chroniques. Enfin, Ouais. voilà, des chroniques Mm. qui, du coup, vont un peu être votre base, en fait, votre ciment De ouais, clientèle, ouais. Ouais. c'est ça. Ok. C'est ça. Et après, vont venir se greffer les soins en tout genre. Donc, pour le coup, quand on est infirmière libérale, c'est ça qui est sympa aussi, c'est qu'on peut faire plein de soins différents. Parce que il n'y a pas de, c'est pas comme à l'hôpital où chaque service a sa spécialité. Là, vous êtes multitâche. Il faut tout savoir faire. Enfin, faut tout savoir faire. Non, on peut apprendre évidemment sur le tas, mais tu vas être amené à faire des soins. Moi, j'ai appris à faire plein de choses en libéral. Notamment, par exemple, manipuler les chambres implantables, ce que j'avais pas forcément beaucoup fait dans mon parcours infirmier à l'école, ni même avant. Et à domicile, quand tu es infirmière libérale, avoir des alimentations, retirer des chimiothérapies, c'est des choses qu'on fait régulièrement. Donc ça, c'est assez formateur, c'est sympa. On peut être amené à faire des saignées aussi en libéral. Euh, Ça peut être des gros pansements un peu pas techniques, mais avec des protocoles bien précis qui vont être distribués par le service de dermato de l'hôpital, etc. Enfin, voilà, des choses qu'on n'a pas forcément non plus. Ouais, c'est plus varié ouais, en termes de Ouais, soins. En fait, tu fais c'est pas que plus varié. de la cardio, mais tu vas faire un petit peu de tout, quoi. Ouais. Alors évidemment, en libéral, tu vas pas aller, tu feras pas de transfusion, ça, c'est sûr. Mais par contre, de la perf, ouais, tu peux en avoir. Des prises de sang, évidemment, dextro, insuline, enfin, ouais, distribution, administration des traitements. Ça peut être aussi, ça c'est assez sympa, c'est toutes les séances de surveillance clinique et de prévention. On a ça par exemple chez les patients, alors évidemment chez les patients qui sont un peu âgés, chez qui on va venir passer une fois par semaine pour prendre une tension, refaire le pilulier, vérifier qu'au niveau de l'alimentation ça va, que la pharmacie, gérer les stocks de la pharmacie, enfin voilà. Mais ça peut être aussi par exemple pour des patients, il y a eu un truc qui existe toujours qui s'appelle le PRADO, le programme de retour à domicile. Au départ, c'était pour les patients qui sortaient après décompensation d'insuffisance cardiaque ou de BPCO. Donc là, c'est pareil, c'est les gens chez qui tu viens une fois par semaine, tu prends les constantes, tu surveilles les œdèmes, tu revois le régime pauvre en sel, nanana, machin. Ça peut être ça aussi, le métier d'infirmière libérale. Faire de la prévention, faire du suivi. C'est pas que de l'acte. C'est dans ces cas-là qu'on est payé au forfait, davantage. D'accord, ok. Plus Oui. qu'à l'acte en lui-même. Les perfusions, c'est des forfaits aussi, parce que t'as pas un acte pour dépiquer, un acte pour repiquer, un acte pour faire ton pansement. C'est un forfait global et tu fais tout dedans. Même s'il faut que tu repiques 12 fois, ce sera le forfait, tu ne seras pas payé 12 fois, quoi. Ok, ok. Bref, c'est comme ça.
Donc, des Ok. fois, on est gagnant, des fois, on est perdant en termes Ouais. d'argent dans ce métier. Oui, même tu as une histoire d'actes aussi. À partir du moment où tu fais 3 actes, du coup, ton troisième acte, en Ah, fait, ah est... oui, on peut en parler, ça, si tu veux. Oui, je disais tout à l'heure qu'on avait une profession qui était très réglementée. Donc, j'ai parlé du code de déontologie tout à l'heure, qu'on peut retrouver donc sur le site de l'ONI, mais qui fait partie de ce qui nous concerne dans le code de santé publique. Et il y a un autre truc qui nous régit, donc c'est cette histoire de cotation d'actes, qui s'appelle la NGAP, la nomenclature générale des actes professionnels. Ça, c'est ce qui nous dit combien on a le droit de se faire payer pour l'acte qu'on vient de faire. Donc, il y a cette grille de cotation, tu vois, où bah, c'est écrit noir sur blanc. Hein, donc, une prise de sang, c'est tant, un pansement comme ça, c'est tant, une perte comme ça, c'est tant, machin. Et tu as une autre partie qu'ils appellent les dispositions générales. Donc, en fait, ça, je te dirais, c'est les règles du jeu. C'est comment tu peux te servir de cette grille de cotation. Et il y a un article dans cette nomenclature. Donc, elle est générale parce qu'elle concerne tous les professionnels de santé. Et nous, on a une partie spécifique à nous. Quand tu tapes NGAP, c'est la même pour les dentistes, c'est la même pour les kinés, c'est la même machin. Mais nous, notre partie à nous, on a cet article 11b qui nous dit que ça concerne le cumul des actes, qui nous dit qu'en fait, au cours d'une même séance chez un patient, donc Ouais. au cours de ton même passage chez lui, tu pourras te facturer ton premier soin à totalité de sa valeur. Donc, imaginons, je viens chez toi pour te faire un pansement, Charlotte. Tu as une arthroscopie de l'épaule, je te fais un pansement. Donc celui-là, ok, tu vas avoir ton AMI 2, ta totalité de ton pansement, mais qu'après, ton second soin sera facturable à la moitié de sa valeur. Donc, si je viens en plus te faire une injection d'antico, bah, je n'aurai pas la totalité, mais seulement la moitié de ce qu'elle vaut. Et au-delà, le reste, c'est le Black Friday. Au-delà, tu n'es plus payé au cours du même passage. Donc, si en plus tu me dis, bah, j'ai une prise, enfin, prise de sang, c'est pas le bon exemple, mais je sais pas, si en plus tu me dis j'ai un vaccin, bah, je pourrais jamais me facturer les trois. Tu vas te payer tu vas avoir la totalité de celui qui vaut le plus cher, puis après ça va être dégressif, 50%, puis le reste zéro. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a rien à y faire, c'est inscrit comme ça. Donc voilà. Donc si tu veux, quand tu viens de dire c'est lucratif de faire du libéral, oui, mais Ouais. Est-ce que ça, elles le savent, Violette, les infirmières libérales, quand on se lance, est-ce qu'on est au courant quand même qu'au bout de 3 actes, par exemple, il est gratuit? Est-ce qu'on apprend aussi un petit peu à faire sa tournée en fonction de ça? Par exemple, à te dire, bah, ce patient-là, tu fais ces 2 actes-là et tu repasses en fin de matinée, par exemple, pour faire les 2 autres actes. Est-ce que ça, c'est-à-dire que c'est non, parce que alors bon, cette histoire de cumul d'actes, c'est une telle aberration que tout le monde est au courant avant même de Oui. commencer. Ouais. Ce qu'il y a, c'est que tu vois, tu peux pas te dire, bah moi, je vais revenir 3 fois dans la journée, je vais venir une fois pour le pansement, puis 1 heure après, je vais venir pour cette injection, puis je reviendrai le soir pour faire le vaccin. Non, tu ne peux pas faire ça. Ouais. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on t'as encore un texte qui te dit que tu dois effectuer ton travail dans une certaine notion d'économie, en fait. Et que si médicalement, il n'y a rien qui justifie que tu Ouais. repasses, pourquoi tu ne le ferais pas au même moment? Pour que ça te rapporte plus à toi et que ça coûte plus cher à la Sécu? Bah non. Ok. Bah non, en fait. Donc tu peux pas organiser, enfin tu vois, c'est compliqué d'organiser sa tournée en fonction de ça. Et puis de toute façon, d'un point de vue pratico-pratique, jamais tu repasses 3 fois par jour chez les gens, sauf si médicalement il y a quelque chose. C'est-à-dire que oui, pour un diabétique, tu vas repasser 3 fois par jour. Mais quand on a 45 à voir dans ta journée, tu vas pas commencer à faire la navette non plus. Tu vois, dans tous les cas, les infirmières le font peu, ça, parce que justement, tu essayes d'optimiser tes passages, tu essayes de rentabiliser les allers-retours, tu essayes de faire quartier par quartier, tu vois. Mm. Et la navette, c'est plutôt quand tu n'as pas le choix, je te dirais, que tu l'as fait. D'accord. Donc, organiser ta tournée comme ça, non. Par contre, c'est plutôt là où tu vas pouvoir avoir une action, c'est plutôt de te dire, bah moi j'essaye d'être un peu polyvalente dans les soins, tu vois, et d'être opérationnelle sur, par exemple, les chambres implantables ou d'aller me former à la dialyse péritonéale et du coup, de te faire un peu connaître comme infirmière, pas de référence, mais tu vois, quand les hôpitaux, ils appellent pour des prises en charge, au départ, ils connaissent pas, ils font tous les cabinets sur le listing qu'ils ont, puis ils font au pif. Mais une fois qu'ils ont appelé la même infirmière pour des perfusions, machin, par exemple, et que ça s'est bien passé, bah, c'est toi qui vont rappeler direct. Donc c'est plutôt comme ça, je te dirais qu'il faut essayer de la jouer et que ta marge de manœuvre, elle est là.
le côté de dire je multiplie les passages pour multiplier la rentabilité. Non seulement dans les faits, c'est compliqué à faire, et en plus, si la Sécu tombe là-dessus, elle va te dire bah, faut justifier là, madame, pourquoi vous faites ça? Oui, oui. Tu vois? Donc, faut pas jouer à ça, je le déconseille fortement. Et puis, je veux dire, de plus en plus, les gens, ils ont besoin d'infirmiers. Donc, il faut pas non plus exagérer, il y a du boulot pour tout le monde. Voilà, si on est, voilà, si ça se passe bien, que les gens sont contents de vous, les gens y rappellent et ça marche avec le bouche à oreille, hein. Mm. Voilà. Après, c'est vrai, quand on démarre complètement et qu'on crée un cabinet, oui, il faut un petit peu Ouais. voilà, de temps. Mais c'est aussi pour ça que les charges sont minimes la première année d'installation et que quand tu es dans une région où il en manque, tu as même des primes d'aide à l'installation. Donc voilà, les choses sont quand même plutôt bien faites, quoi. Ok. Globalement. Écoute, ok. Est-ce que tu aurais d'autres conseils, Violette, je sais pas, des conseils que tu aurais aimé entendre quand tu t'es lancée, je sais pas, en tant qu'associée ou là en tant que libérale de manière globale? Est-ce que tu as des conseils que tu aimerais donner à des infirmières qui t'écoutent? Moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est de se former un maximum. Déjà sur ce que c'est que travailler en libéral, tout ce dont on a déjà un petit peu parlé. Pas croire qu'on peut se lancer comme ça et avoir aucun compte à rendre et sans aucune règle. On a de la liberté, mais on est très réglementé. Donc ça, faut faire attention. Et puis donc sur ça, et puis d'aller se former aussi. Quand on est infirmier libéral, on cotise en fait via le DPC et via l'URSSAF avec le FIFPL. On a des crédits de formation. Et je trouve que, enfin moi, je me suis jamais autant formée qu'en étant en libéral par rapport au service. Parce que quand on est dans les services, on vous inscrit bien souvent de force à une formation avec un thème que vous n'avez pas choisi une fois tous les 3 ans et vous vous retrouvez en formation bien traitance que vous avez déjà fait 4 fois ou un truc, l'hygiène des locaux, enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais ça vous intéresse pas. Tandis que là, vous avez des crédits en fait et vous choisissez vos thèmes. Et donc justement, quand on n'est pas trop à l'aise, je reviens sur cette histoire de chambre implantable, on se retrouve à faire ça à domicile, on n'est pas très à l'aise pour les infirmières les plus anciennes qui n'ont pas connu les PICC line, par exemple, ce genre de truc. Euh, il y a plein d'organismes de formation qui existent. Alors, à faire attention à ne pas s'adresser à n'importe qui parce qu'il y a aussi des problèmes par rapport à ça, mais il suffit d'avoir les références. Et là, vous allez vous passer 2 jours sur les abords veineux centraux en cancérologie ou 2 jours sur les stomies ou 2 jours sur les plaies et cicatres. Voilà. Et comme vous avez pas mal de crédits quand même par an, sans que ça vous coûte rien, j'invite vraiment les gens à aller se former à fond. Il existe des formations sur la gestion de cabinet, sur la nomenclature des actes aussi via ces organismes-là. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est-à-dire que je dirais que le libéral, il faut se lancer. De toute façon, c'est tellement différent de ce qu'on connaît dans l'institution que si on ne l'a pas fait et qu'on a envie de le faire, on ne pourra pas se faire une idée. Donc, celles qui ont envie d'y aller, allez-y. Mais renseignez-vous bien, documentez-vous et allez vous former parce qu'en plus, c'est vachement sympa les formations. Hop, trop bien. Écoute, merci. Merci Violette, tu as donné plein de conseils. Franchement, c'est super. Je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ton retour à toi. En fait, comme tu as connu à la fois les remplacements et tu as été associée et dans 2 régions différentes, je trouve ça c'est hyper intéressant. Merci pour tes conseils aussi, Violette. Merci pour ça. Je pense que ça va en éclairer pas mal justement sur quel statut va me correspondre en fonction de ce que j'ai comme attente du libéral. Est-ce que je m'imagine pas trop des choses un peu trop idylliques sur le libéral ou est-ce que à l'inverse, si vraiment je sens que j'ai envie de la liberté, est-ce que j'ai pas plutôt tenté de commencer par le libéral et voir ce que ça donne? Donc c'est super. Est-ce que tu as un conseil pour la fin, Violette, ou tu as d'autres choses que tu aurais aimé ajouter? Écoute, c'est un tel milieu qu'on pourrait en parler pendant des heures en fait. Donc non, non, moi je pense que j'ai à peu près dit tout ce qui m'importe, tout ce qui m'intéressait et ce qui je pensais être important à dire. Voilà, vraiment, juste pour conclure, le point important pour moi, c'est voilà, j'insiste là-dessus, mais documentez-vous sur vos droits et vos statuts, c'est très important, et pour pas vous faire avoir, et puis pour vraiment délimiter votre statut qui est totalement différent. Oui, ça c'est important de le dire, faire attention à bien mettre de côté.
par rapport aux charges qu'on a à payer. On n'en a pas trop parlé, mais l'URSSAF, la Carpimco, les prévoyances santé, les prévoyances retraite, etc. Il ne faut pas, au début, surtout quand on est remplaçante et qu'on ne connaît pas, on se retrouve avec des grosses sommes en fait au début sur nos comptes. Si en plus vous avez pas mal travaillé, des fois c'est 5 000, 7 000, 8 000, 9 000, vous dites ouh, c'est génial. Oui, mais non, c'est la moitié qu'il faut absolument mettre de côté. Surtout qu'en fait, au début, la première année, on a des toutes petites charges, donc on ne se rend pas compte. Mais c'est toujours cette histoire de l'année précédente, l'URSSAF, tout ça, c'est N-1. Donc, il ne faut pas vous faire avoir. Il y a malheureusement trop d'infirmières libérales qui n'ont pas anticipé ça avec suffisamment de prudence et qui se retrouvent à avoir des régulations à faire terribles. Je vous invite aussi à vous faire mensualiser, surtout. Enfin, moi, je sais que je trouve que c'est plus simple. Alors, il y en a qui préfèrent au trimestre, pourquoi pas. Mais à l'année, quand vous vous retrouvez à donner 19 000 euros d'un coup à l'URSSAF ou à la Carpimco, ça peut être un peu... Alors, à moins d'avoir hyper anticipé, mais c'est vrai que, bon, je conseille quand même d'avoir de mensualiser ou au moins de trimestrialiser les prélèvements. De bien prendre aussi tout ce qui est assurance. Donc, il vous faut une RCP, hein, ça c'est obligatoire, responsabilité civile professionnelle, mais quelques trucs aussi en parallèle. Vous n'êtes pas indemnisé en cas d'accident professionnel, maladie professionnelle, etc. Donc, il faut prendre des assurances en ce sens en plus. Parce que tant que ça va. Ça va, c'est un peu comme les mutuelles, quoi. Tant qu'on n'en a pas besoin, ça va. Le jour où tu te retrouves hospitalisé avec un forfait journalier, machin, et que tu n'en as pas, tu tires un peu la langue et que c'est vrai que quand on voit tout cet argent, on aurait un peu tendance naturellement à se dire bon, je vais aller m'acheter des fringues, partir en vacances. Ouais, mais c'est pas l'Eldorado libéral, encore une fois. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important de le dire. Et puis de toute façon, ça, y aller parce que ça n'engage à rien. C'est pas parce que vous commencez à faire du libéral que vous dites terminer au salariat. Vous pouvez tout à fait faire du libéral en tant que remplaçante et faire de l'intérim à côté, ou être salarié à mi-temps, par exemple, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, si c'est OK pour que l'hôpital public, non, mais il y a plein d'autres endroits où c'est OK. Et que tant qu'on est remplaçant, on peut toujours faire machine arrière, on peut arrêter en gardant à l'esprit qu'on aura des charges rétroactivement à payer, ça faut pas l'oublier quand même, mais pour celles qui ont envie d'y aller, il faut y aller. Voilà. Merci pour ton énergie, Violette. Ça donne envie, je trouve, de tester comme le libéral. C'est vrai que parfois, ça peut faire peur, parfois ça peut... voilà, on peut dire, on en parle tellement ouais, comme quoi c'est idyllique, on se dit, est-ce que j'ai pas trop tombé de haut? Donc c'est intéressant d'avoir ton retour. Donc voilà, écoute, un immense merci, Violette, pour ton partage. Très belle continuation à toi dans le libéral et c'est chouette que tu as trouvé ton rythme avec les remplacements en plus de ta formation à venir. Et puis du coup, je te dis à très vite, Violette. À bientôt, Charlotte. Au revoir tout le Salut. monde. Salut.